Et si le pouvoir n'avait jamais été une question de morale? Depuis des siècles, on nous apprend qu'un bon dirigeant doit être juste, honnête, vertueux. Mais un homme, à la Renaissance, a osé dire exactement l'inverse. Pour lui, gouverner, ce n'est pas être bon, c'est être efficace. Manipuler sans se faire voir. Inspirer la peur, plutôt que l'amour. Et surtout, comprendre une vérité dérangeante. Ceux qui réussissent ne jouent pas selon les règles. Son nom, Machiavel. Pourquoi ces idées ont-elles choqué le monde entier? Pourquoi sont-elles encore utilisées aujourd'hui dans la politique, le business et même dans nos relations? Ce soir, vous allez découvrir la pensée de Machiavel, ses stratégies, ses conseils et la vision du pouvoir qui a traversé les siècles. Mais avant de commencer, si vous aimez ces récits historiques immersifs, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser un j'aime pour soutenir le contenu. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'on peut réussir sans manipuler ou est-ce une illusion? Et dites-moi aussi d'où vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous plongez dans l'histoire. Installez-vous confortablement et entrons dans les coulisses du pouvoir. Nous sommes le 3 mai 1469. La lumière de l'aube glisse lentement sur les façades de pierre claire, révélant peu à peu les reliefs des palais, les fenêtres étroites, les toits de tuiles encore humides de la nuit. Déjà, la ville commence à respirer. Vous entendez les premières cloches qui résonnent dans l'air calme, profonde, presque enveloppante. Elles se propagent d'une rue à l'autre, se heurtent au mur, redescendent jusqu'aux places encore presque désertes. Florence s'éveille. Le bruit des sabots sur les pavés se rapproche. Une charrette passe lentement. Plus loin, des marchands ouvrent leurs échoppes. L'odeur du pain chaud commence à se mêler à celle du cuir, de la laine et du bois. Cette ville semble vivante avant même le lever du soleil. C'est ici, au cœur de cette cité brillante et inquiète, qu'un enfant vient au monde, Niccolò Machiavelli. À cet instant, rien ne laisse encore deviner le destin qui l'attend. Ce n'est qu'un nouveau-né dans une maison respectable, sans faste particulier, au sein d'une famille florentine de petite noblesse. Son nom n'appartient pas aux grandes lignées qui dominent la ville, mais il n'est pas non plus celui d'un homme du peuple. Sa famille vit dans cet entre-deux si particulier, assez proche du savoir pour en recevoir l'influence, assez éloigné du sommet du pouvoir, pour en observer les rouages avec lucidité. Son père, Bernardo Machiavelli, est juriste. C'est un homme cultivé, passionné par le droit romain et les textes anciens. Ses moyens financiers restent limités, mais sa richesse se trouve ailleurs, dans les livres. Dans cette maison, les ouvrages occupent une place précieuse. À une époque où posséder des manuscrits est encore un privilège, cela représente bien plus qu'un confort intellectuel. C'est une porte ouverte sur les siècles passés. Le jeune Niccolò grandit ainsi entouré de mots, d'idées, de récits venus de Rome et de la Grèce antique. Vous pouvez presque l'imaginer, encore enfant, découvrant les noms des grands hommes de l'histoire. César, Cicéron, Tite-Live. Des figures lointaines qui peu à peu deviennent familières. Très tôt, il apprend à regarder le monde à travers le prisme de ceux qui l'ont gouverné avant lui. Et cela va tout changer, car Florence, en cette fin du XVe siècle, n'est pas simplement une ville d'art et de commerce, c'est un théâtre politique permanent. Officiellement, la cité est une république. Les institutions existent, les magistratures se succèdent, les discours publics exaltent la liberté civique. Mais dans les faits, le pouvoir se concentre entre les mains d'une famille, les Médicis. À cette époque, c'est Laurent de Médicis, né en 1449, qui incarne cette domination subtile. On le surnommera Laurent le Magnifique. Il n'est pas roi, il ne porte aucune couronne, et pourtant son influence traverse toute la ville. Vous la sentez partout, dans les alliances de commerciales, dans les nominations politiques, dans les mariages, dans les protections accordées aux artistes et aux penseurs. Florence rayonne grâce à lui, mais cette lumière dissimule aussi des tensions constantes. Le jeune Machiavel grandit dans ce climat. Il voit une ville splendide, mais fragile. Les rues sont pleines de vie. Les ateliers d'artisans débordent d'activité. Les étoffes colorées pendent devant les boutiques. Les peintres travaillent à la lumière du jour. Les sculpteurs frappent le marbre. Les banquiers discutent à voix basse de sommes immenses. Pourtant,
Derrière cette apparente harmonie, les rivalités ne cessent que jamais. Vous comprenez peu à peu que Florence est une ville où tout se joue dans les détails. Un regard, une alliance, une parole mal placée, une faveur refusée. Ici, les apparences comptent presque autant que les actes eux-mêmes. Et c'est précisément dans cet univers que se forme le regard de Machiavel. Il apprend à observer, à écouter sans interrompre, à percevoir ce qui n'est pas dit. Les conversations des adultes parlent souvent de politique, même lorsqu'elles semblent parler d'autre chose. On évoque les Médicis, les familles rivales, les intérêts des grandes cités italiennes. Car l'Italie de son enfance n'est pas un pays unifié. C'est une mosaïque de puissances. Florence, Milan, Venise, Naples, Rome. Chacune protège ses intérêts. Chacune surveille les autres. Les alliances se changent rapidement. Les ennemis d'hier deviennent parfois les alliés du lendemain. Le jeune Niccolo comprend alors une chose essentielle. Rien n'est stable. Ni les hommes, ni les régimes, ni les promesses. Cette instabilité devient le décor naturel de son enfance. Vous le voyez presque marcher dans les ruelles étroites, levant les yeux vers les hautes façades, observant les visages pressés, les notables entourés de leurs clients, les religieux, les commerçants, les soldats de passage. Tout ici semble murmurer la même leçon. Le pouvoir n'est jamais là où il prétend être. Il circule, il se cache, il s'échange, il s'impose. Cette idée, encore floue, commence à s'enraciner en lui, dans la chaleur des journées florentines, dans l'odeur des parchemins, dans les récits de Rome, dans le spectacle permanent de la ville. Avant même de devenir diplomate, avant même d'entrer au service de la République, Machiavel apprend déjà ce qui deviendra le cœur de sa pensée. Les hommes ne sont pas gouvernés uniquement par la vertu, mais aussi par la peur, l'intérêt et l'ambition. Et plus encore, il comprend que les apparences de la morale ne coïncident pas toujours avec la réalité du pouvoir. C'est ici, dans cette enfance silencieuse en apparence, que commence à naître le regard lucide qui fera sa singularité. Florence l'éduque avant même ses maîtres. La ville elle-même devient son premier livre. La ville continue de vous envelopper. À mesure que les années passent, le jeune Niccolo grandit dans cette Florence dont chaque pierre semble raconter une histoire. Vous sentez sous vos pas les pavés usés par des générations de marchands, de prêtres, d'artisans, de magistrats. Rien ici n'est neutre. Chaque palais appartient à une famille. Chaque rue semble marquée par une influence. Chaque place est un lieu de rencontre, mais aussi d'observation. L'enfance de Machiavel se déroule dans ce décor à la fois splendide et profondément instable. Dans la maison familiale, les journées s'écoulent au rythme des études. Le latin occupe une place centrale. Les phrases des auteurs antiques deviennent peu à peu familières. Les mots de Tite Live, de Cicéron et de Sallust ne sont pas seulement lus, ils sont médités, presque absorbés. Vous pouvez imaginer le jeune garçon penché sur un manuscrit, la lumière de la fenêtre tombant sur les pages, tandis qu'au dehors la ville bruise d'une vie incessante. Cette double influence est essentielle. D'un côté, les grands modèles de l'Antiquité, de l'autre, la réalité immédiate de Florence. Rome lui apprend comment les États se construisent, se consolident et s'effondrent. Florence lui montre que ces mécanismes ne relèvent pas du passé. Ils sont sous ses yeux, car la cité traverse alors une période d'équilibre fragile. Laurent de Médicis maintient encore la stabilité politique, mais vous sentez déjà combien cette stabilité repose davantage sur l'habileté d'un homme que sur la solidité des institutions. Il faut négocier, rassurer, surveiller, parfois intimider. Le jeune Machiavel observe sans encore participer. Et pourtant, cette position d'observateur est peut-être la plus précieuse. Elle lui permet de voir les hommes tels qu'ils sont. Les puissants affichent la générosité, mais cherchent l'influence. Les familles parlent d'honneur, mais pensent à leurs intérêts. Les alliances semblent fondées sur la confiance, alors qu'elles reposent souvent sur la nécessité. Vous comprenez déjà que Florence est une école du réel. Ici, les illusions tombent vite. Au fil des saisons, la ville lui apprend aussi la force des symboles. Les processions religieuses traversent les rues, lentes, solennelles, baignées d'encens et de chants. Les fêtes civiques rappellent la grandeur de la République. Les palais des grandes familles affichent leur puissance à travers l'architecture, les fresques, les statues,
Tout cela participe au pouvoir. Pas seulement les décisions, pas seulement les lois, mais aussi les images, les apparences, la mise en scène. Vous sentez combien cette idée marquera plus tard sa pensée. Un dirigeant ne gouverne pas seulement par ce qu'il fait. Il gouverne aussi parce qu'il donne à voir. Pendant ce temps, l'Italie autour de Florence reste traversée par les tensions. Milan, Venise, Naples, Rome. Autant de puissances qui se regardent avec méfiance. La paix n'est jamais qu'une suspension provisoire. Les nouvelles circulent vite. On parle de tractations, de conflits, de diplomatie, de menaces extérieures. Même dans la maison familiale, ces sujets reviennent souvent. Le jeune Niccolo écoute. Il comprend que les États ne vivent jamais isolés. Chaque décision intérieure a des conséquences extérieures. Chaque faiblesse attire des ambitions. Cette conscience du rapport de force commence à se former très tôt. Et avec elle, une autre intuition. Les hommes agissent rarement par pure bonté. Ils agissent parce qu'ils espèrent un gain, craignent une perte ou veulent préserver leur position. Cette lucidité, encore silencieuse, grandit avec lui. À Florence, la beauté de la Renaissance n'efface jamais complètement l'ombre de la violence politique. Vous sentez cette dualité partout. Un atelier d'artistes déborde de lumière. À quelques rues de là, une famille prépare une alliance matrimoniale à visée stratégique. Une place accueille une célébration. Le lendemain, la même place peut devenir le théâtre d'une humiliation publique. Le jeune Machiavel apprend donc très tôt que le monde humain repose sur des équilibres fragiles. Et plus encore, il apprend à ne pas se laisser tromper par la façade. C'est peut-être là le point le plus important de cette jeunesse. Avant même de penser la politique, il apprend à regarder derrière les mots, derrière les discours vertueux, derrière les serments, derrière les gestes symboliques. Cette manière d'observer va devenir son instrument le plus précieux. Vous le voyez maintenant adolescent, déjà plus attentif, plus réfléchi. Il ne cherche pas encore à agir, mais il commence à former un regard singulier sur les hommes. Un regard qui ne condamne pas immédiatement. Un regard qui cherche à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Pourquoi un homme trahit? Pourquoi un autre inspire la loyauté? Pourquoi certains régimes tombent? Pourquoi d'autres résistent? Cette curiosité profonde pour les mécanismes du pouvoir prend racine ici, dans ces années encore paisibles. Mais au loin, l'équilibre de Florence commence déjà à vaciller. Les dernières années du règne de Laurent approchent. Et avec elles, la fin d'un ordre apparent. Le jeune Machiavel s'apprête à voir sa ville entrer dans une période bien plus troublée. Une période qui va transformer l'observateur en homme d'État. Et bientôt, l'histoire cessera d'être seulement un récit lu dans les livres. Elle viendra frapper directement à sa porte. Le temps a passé. Le jeune garçon silencieux qui observait les ruelles de Florence devient peu à peu un homme. Et avec lui, la ville elle-même semble changer de visage. Vous sentez que quelque chose se déplace dans l'air. La lumière est toujours aussi belle sur les façades. Les ateliers sont toujours animés, les places toujours peuplées, mais derrière cette apparente continuité, une tension plus profonde s'installe. En 1492, une date vient marquer une rupture. Laurent de Médicis meurt. Sa disparition ne fait pas seulement taire une voix puissante. Elle ouvre une période d'incertitude pour toute la cité. Vous ressentez presque immédiatement ce changement d'atmosphère. Ce qui semblait tenu par une main ferme devient plus instable, plus vulnérable. Le jeune Niccolo, qui a alors un peu plus de 20 ans, regarde cette transition avec une attention extrême. Car Florence découvre soudain ce que beaucoup pressentaient déjà. La stabilité de la ville reposait en grande partie sur l'habileté personnelle de Laurent. Son fils, Pierre de Médicis, n'a ni le même charisme, ni la même intelligence politique. Vous sentez la fragilité s'installer, les conversations deviennent plus tendues. Les notables se parlent davantage à voix basse. Les marchands eux-mêmes semblent percevoir qu'un changement se prépare. Et ce changement arrive rapidement. En 1494, le roi de France, Charles VIII, descend en Italie avec son armée. Cette date est capitale. Pour Machiavel, c'est l'un des premiers grands chocs politiques de sa vie adulte. Vous imaginez la rumeur se répandre dans Florence. La France approche.
Les soldats étrangers traversent la péninsule. Les équilibres anciens vacillent. L'Italie, morcelée en cités rivales, se révèle soudain vulnérable face aux grandes monarchies européennes. Pour le jeune Machiavel, cette leçon sera fondamentale. Une ville brillante peut être faible. Une culture raffinée ne suffit pas à protéger un État. La force politique exige autre chose. La chute des Médicis suit rapidement. Pierre de Médicis, incapable de gérer la crise, perd la confiance de la population et doit fuir Florence. Vous sentez alors la ville entrer dans une phase presque électrique. Le vide du pouvoir attire immédiatement de nouvelles forces. Et parmi elles, une figure domine, Girolamo Savonarola. Le moine dominicain impose peu à peu son influence morale et politique sur la cité. Sa voix résonne dans les églises, sur les places, dans les consciences. Vous pouvez presque entendre ses sermons puissants, enflammés, parlant de corruption, de décadence, de punition divine. Florence change de ton. La ville du luxe et de la splendeur artistique se couvre d'une gravité nouvelle. Les fêtes deviennent plus sobres. Les excès sont condamnés. On brûle parfois ce qui symbolise la vanité. Le jeune Machiavel observe encore, toujours. Mais cette fois, ce n'est plus seulement la politique des grandes familles qu'il voit. C'est la puissance d'une idée, la puissance de la parole, la capacité d'un homme à gouverner les esprits. Vous sentez combien cela le marque. Le pouvoir ne repose pas uniquement sur l'armée ou l'argent. Il peut aussi naître d'une croyance collective, d'une peur, d'une foi, d'un récit. Cette période est essentielle pour sa formation. Machiavel comprend que les peuples ont besoin d'être guidés, rassurés, parfois même impressionnés. Il voit comment un homme peut façonner la réalité politique par le langage. Et il voit aussi combien cette domination reste fragile. Car le pouvoir spirituel, s'il n'est pas soutenu par des structures solides, peut s'effondrer brutalement. Peu à peu, le jeune homme mûrit dans ce chaos florentin. Vous le sentez désormais plus conscient, plus lucide, presque déjà prêt à entrer lui-même dans les affaires de la cité. Ce n'est plus seulement l'enfant des livres. C'est un esprit en train de se former au contact direct de l'histoire. Chaque crise devient pour lui une leçon. Chaque chute de pouvoir, une expérience. Chaque discours public, une démonstration. Et une idée commence à prendre forme. Pour gouverner, il ne suffit pas d'être juste. Il faut comprendre les hommes, comprendre leurs peurs, leurs désirs, leurs besoins d'ordre. Cette intuition, encore silencieuse, le conduira bientôt à un poste décisif. Car Florence, en pleine réorganisation républicaine, va bientôt avoir besoin d'hommes capables de penser et d'agir. Et Machiavel s'apprête à quitter le rôle de spectateur. Très bientôt, il entrera au cœur même du pouvoir. La ville semble retenir son souffle. Depuis le départ précipité des Médicis et l'arrivée des troupes françaises, Florence n'est plus tout à fait la même. Vous le sentez dans les rues, dans la manière dont les habitants parlent, dans cette tension diffuse qui flotte au-dessus des places. Tout paraît plus incertain, comme si chaque journée pouvait apporter un nouveau renversement. Au centre de cette transformation, la figure de Savonarola continue d'imposer sa présence. Sa voix grave traverse les églises bondées. Vous entendez presque les fidèles se presser sous les voûtes, l'odeur de la cire chaude et de l'encens emplissant l'air. Ces sermons ne sont pas de simples discours religieux. Ils deviennent des actes politiques. Ils parlent de morale, de corruption, de punition divine. Mais derrière ces mots, c'est bien la cité tout entière qu'il cherche à redessiner. Le jeune Machiavel observe cela avec une attention presque méthodique. Il voit comment une population entière peut être saisie par la conviction, comment la peur du chaos ou du jugement peut transformer les comportements. Des objets de luxe sont rejetés. Des habitudes changent, la vie publique prend une tonalité austère. Pour lui, cette période est une leçon immense. Le pouvoir ne repose pas uniquement sur les institutions. Il repose aussi sur l'imaginaire collectif, sur la capacité d'un homme à incarner une direction, à donner un sens à l'inquiétude des foules. Vous sentez déjà se former dans son esprit une réflexion plus profonde. Les peuples ne suivent pas seulement des lois, ils suivent aussi des symboles, des figures, des récits. Cette idée reviendra plus tard dans toute son œuvre. Mais Florence continue de changer, et Machiavel, lui, entre doucement dans l'âge adulte.
Il n'est plus seulement un jeune homme nourri de lectures antiques. Il est désormais plongé dans une époque où les événements se succèdent avec une rapidité presque vertigineuse. Les grandes puissances européennes s'intéressent de plus en plus à l'Italie, la France, l'Espagne, le Saint-Empire. Toutes regardent la péninsule comme un espace stratégique. Pour un esprit comme celui de Machiavel, c'est une révélation. Les petites cités italiennes, aussi raffinées soient-elles, restent vulnérables face aux monarchies centralisées. Vous sentez combien cette prise de conscience le marque. La culture, l'éclat artistique, la richesse commerciale ne suffisent pas. Un État doit aussi savoir se défendre, prévoir, anticiper, agir. À Florence, les débats politiques deviennent plus intenses. La République cherche à se stabiliser. Les institutions se réorganisent. De nouvelles responsabilités apparaissent. Et c'est précisément dans ce contexte que Machiavel commence à se rapprocher des affaires publiques. Vous l'imaginez désormais, plus mûr, arpentant les rues avec un regard différent. Il ne se contente plus de voir, il analyse. Chaque discours politique devient une matière à réflexion. Chaque décision de la République lui révèle quelque chose sur la nature du pouvoir. Il comprend que gouverner n'est jamais une affaire abstraite. C'est une lutte constante contre l'imprévu, contre les intérêts contradictoires, contre la fragilité des fidélités humaines. Dans cette Florence transformée, une autre leçon s'impose à lui. Le pouvoir fondé uniquement sur la morale ou la ferveur populaire peut être renversé. Savonarola lui-même commence à perdre de sa force. Ce qui paraissait inébranlable montre déjà ses premières fissures. Et Machiavel, témoin de cette évolution, en tire une idée capitale. Tout pouvoir doit savoir durer. Il ne suffit pas de conquérir les esprits. Il faut maintenir l'ordre, assurer la continuité, prévenir les retournements. Cette lucidité devient de plus en plus nette. Vous sentez presque l'émergence de celui qu'il deviendra bientôt. Un homme capable de regarder la politique sans naïveté, sans idéalisation, mais avec une compréhension très fine des comportements humains. Car au fond, ce qui le fascine n'est pas seulement la succession des régimes. C'est ce qui pousse les hommes à obéir, à croire, à se révolter ou à trahir. Cette question devient centrale. Pourquoi un peuple suit-il un chef? Pourquoi l'abandonne-t-il? Pourquoi certains gouvernants tombent-ils si vite? Pourquoi d'autres parviennent-ils à durer? À Florence, les réponses ne manquent pas. La ville elle-même semble les lui offrir jour après jour. Et bientôt, en 1498, un événement majeur va tout faire basculer. Savonarola chute à son tour. Il est arrêté, condamné, puis exécuté. La place publique devient le théâtre d'une fin brutale. Vous sentez la force symbolique de ce moment. Un homme qui dominait les esprits disparaît à son tour. Encore une fois, Machiavel voit le pouvoir changer de main. Encore une fois, il constate combien rien n'est jamais acquis. Cette succession de renversements façonne définitivement sa vision du monde. La stabilité n'est pas naturelle. Elle se construit, elle se protège, elle s'impose. Et précisément cette année-là, alors que Florence se réorganise une nouvelle fois, une porte s'ouvre pour lui. À 29 ans, Machiavel s'apprête enfin à entrer officiellement dans la vie politique de la République. Le spectateur va devenir acteur. L'année 1498 marque un véritable tournant. Après la chute et l'exécution de Savonarola, Florence cherche à retrouver un équilibre. La ville semble à la fois soulagée et épuisée. Vous ressentez cette atmosphère particulière, celle des lendemains de crise. Les rues sont toujours animées, les marchés toujours pleins de voix, mais derrière cette apparente normalité, chacun semble se demander ce qui viendra ensuite. C'est précisément dans ce moment d'incertitude que Niccolò Machiavel entre officiellement dans la vie publique. À 29 ans, il est nommé secrétaire de la seconde chancellerie de la République florentine. Le titre peut sembler discret, et pourtant, c'est une position capitale. Vous le voyez désormais pénétrer dans les bâtiments du gouvernement, traverser des couloirs de pierre fraîche, entendre le froissement des étoffes des magistrats, le grattement des plumes sur le parchemin, le murmure constant des discussions administratives. Ici, le pouvoir ne s'exprime plus seulement dans les sermons ou les rivalités familiales. Il prend la forme des décisions, des correspondances, des rapports diplomatiques.
Machiavel entre enfin au cœur de la machine. Son rôle consiste à rédiger, organiser, transmettre, analyser. Il travaille pour les dix de la liberté et de la paix, l'un des organes les plus importants de la République. C'est là que se traitent les questions militaires, diplomatiques et politiques les plus sensibles. Pour un esprit comme le sien, c'est une école incomparable. Chaque jour, il lit des lettres venues d'autres cités, de princes, de souverains étrangers. Il suit les tensions en Italie, les manœuvres des puissances européennes, les jeux d'alliance entre les États. Vous sentez combien il s'épanouit dans cet univers. Ce n'est plus seulement l'observation instinctive de son enfance. C'est une immersion totale dans la réalité politique. Il découvre la lenteur des négociations, les ambiguïtés du langage diplomatique, les promesses qui cachent des menaces, les accords conclus sans véritable confiance. Très vite, Machiavel se distingue. Son intelligence, sa capacité à synthétiser rapidement une situation, son sens aigu des rapports de force en font un homme précieux pour la République. Il n'est pas noble au sens des grandes familles dominantes. Il n'est pas militaire, mais il possède quelque chose de plus rare, la lucidité. Vous le voyez, plume à la main, analysant les intentions cachées derrière chaque message reçu. Il comprend que les mots en politique ne disent jamais tout. Un allié peut déjà préparer sa trahison. Une promesse de paix peut masquer une offensive imminente. Un geste d'amitié peut être un calcul. Cette manière de lire entre les lignes devient sa force. Et Florence ne tarde pas à lui confier des missions plus importantes. Les déplacements diplomatiques commencent. Machiavel quitte régulièrement la ville pour rencontrer d'autres dirigeants, d'autres cours, d'autres systèmes politiques. Chaque voyage devient une expérience déterminante, car l'Italie de cette époque reste un échiquier instable. Venise, Milan, Naples, les États pontificaux, chacun avance ses intérêts. La France continue de peser sur la péninsule. L'Espagne aussi. Vous sentez que pour Machiavel, cette époque confirme une conviction qui grandit en lui. Les États faibles sont condamnés à subir la volonté des plus puissants. Florence, malgré sa richesse et son prestige culturel, doit sans cesse manœuvrer pour préserver son autonomie. Cette fragilité nourrit sa réflexion. Il comprend que la politique n'est pas un domaine moral au sens simple. Elle relève avant tout de la nécessité. Préserver l'État, éviter le chaos, maintenir l'ordre. Cette idée prend de plus en plus de place dans son esprit. Au fil des mois, son regard devient plus précis encore. Vous sentez qu'il commence à distinguer les dirigeants efficaces de ceux qui ne le sont pas. Certains hésitent trop, d'autres s'abandonnent à leur orgueil. D'autres encore confondent vertu personnelle et efficacité politique. Machiavel observe tout cela avec une attention presque clinique. Il note mentalement, il compare, il tire des leçons, et une idée commence à émerger. Gouverner exige parfois de faire ce qui n'est pas aimable mais nécessaire. Cette pensée, encore embryonnaire, sera au cœur de ses écrits futurs. Mais pour l'instant, il apprend. Il découvre les rouages concrets de la République, les votes, les débats, les oppositions internes, les contraintes financières, les questions militaires. Tout cela nourrit sa compréhension du pouvoir réel. Vous le voyez rentrer à Florence après une mission, fatigué mais stimulé, les bottes encore couvertes de poussière, l'esprit déjà occupé par les implications de ce qu'il vient d'observer. Ce n'est plus le jeune homme qui regardait la ville depuis l'extérieur. C'est désormais un acteur essentiel de son fonctionnement. Et bientôt, une rencontre décisive va marquer sa vie politique. Une rencontre avec un homme qui incarne, mieux que quiconque, la brutalité fascinante du pouvoir. César Borgia. Le rythme de la vie politique s'accélère. À présent, vous sentez que Machiavel n'est plus seulement un homme de plume enfermé dans les bureaux de la chancellerie. Il devient peu à peu les yeux et les oreilles de la République florentine au dehors de ses murs. Chaque mission diplomatique l'éloigne de Florence, mais le rapproche davantage encore du cœur véritable du pouvoir. Les routes d'Italie s'ouvrent devant lui. Vous imaginez les départs à l'aube, le froid parfois encore accroché aux pierres, les chevaux prêts, les serviteurs qui s'affairent, les lettres scellées soigneusement rangées dans une sacoche de cuir. Les voyages ne sont ni confortables ni rapides. Ils sont longs, poussiéreux, souvent incertains. Mais pour Machiavel, ils sont une école vivante. Chaque cité possède son atmosphère. À Milan, vous sentez la rigueur du pouvoir militaire. À Rome,
le poids immense de l'Église et des ambitions temporelles. À la cour de France, la majesté monarchique, plus structurée, plus centralisée que tout ce qu'il a connu en Italie. Ces contrastes le frappent profondément. Florence lui apparaît de plus en plus comme une puissance brillante mais vulnérable. Vous sentez sa pensée se préciser. Les monarchies fortes disposent d'une continuité que les républiques divisées peinent parfois à maintenir. Elles décident plus vite, frappent plus vite, réagissent plus vite. Cette différence nourrit déjà sa réflexion sur la stabilité politique. Au fil de ses missions, Machiavel découvre surtout la vérité la plus brutale de la diplomatie. Chacun ment avec élégance. Les sourires sont polis, les discours mesurés, les gestes empreints de courtoisie. Mais derrière cette façade, chacun poursuit ses intérêts. Vous le voyez, assis dans une salle froide aux murs chargés de tapisseries, écoutant un prince parler de paix alors que ses préparatifs militaires racontent l'inverse. C'est là que sa lucidité devient presque tranchante. Il comprend que le langage diplomatique est souvent un voile. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots, ce sont les intentions, les capacités, les forces disponibles, les ambitions réelles. Peu à peu, il devient remarquable dans cet exercice. Florence lui fait confiance. On l'en voit de plus en plus souvent. Son regard sur les hommes se fait plus pénétrant. Vous sentez qu'il apprend à lire les hésitations, les silences, les contradictions. Un regard qui fuit, une promesse trop appuyée, une générosité soudaine. Tout cela devient pour lui matière à interprétation. C'est à cette époque qu'une autre conviction prend forme. Le pouvoir n'est jamais seulement institutionnel. Il est profondément humain. Il dépend du caractère de celui qui l'exerce, de son courage, de sa capacité à inspirer la crainte ou la confiance, de sa rapidité d'action. Cette idée, Machiavel la découvre au contact direct des princes et des chefs d'État. Certains gouvernants lui paraissent faibles parce qu'ils veulent plaire à tous. D'autres lui semblent puissants parce qu'ils savent décider. Même lorsqu'ils se rendent impopulaires, vous sentez à quel point cela le marque. L'efficacité commence à prendre, dans son esprit, une importance centrale. Un pouvoir qui échoue à protéger l'État n'est pas un bon pouvoir, même s'il paraît vertueux. À l'inverse, un dirigeant dur, mais capable de préserver l'ordre, peut sembler plus légitime. Cette réflexion grandit lentement, sans encore devenir théorie. Mais déjà, elle s'enracine. Pendant ce temps, Florence continue d'avancer sur une ligne de crête. La République doit préserver son indépendance dans un contexte où les grandes puissances redessinent sans cesse les équilibres italiens. Machiavel comprend que la diplomatie seule ne suffira pas toujours. Les alliances changent vite, les traités vieillissent mal. La force demeure souvent l'ultime argument. Vous le sentez presque troublé par cette réalité. L'idéal humaniste de son enfance, nourri de lectures antiques et d'éloquence civique, se confronte maintenant au réel le plus nu. Le pouvoir ne repose pas sur les belles intentions. Il repose sur la capacité à durer, à imposer, à anticiper. Cette tension entre idéal et réalité devient l'un des moteurs profonds de sa pensée. Et bientôt, un homme va incarner à ses yeux cette vérité avec une intensité presque fascinante. Un homme jeune, ambitieux, redouté, un homme capable de séduire autant que d'effrayer. César Borgia. La République va bientôt envoyer Machiavel à sa rencontre. Ce voyage, plus que tout autre, va profondément marquer sa vision du pouvoir. Car chez Borgia, il ne verra plus seulement la politique. Il verra le pouvoir à l'état pur. L'année 1502 ouvre pour Machiavel l'un des épisodes les plus décisifs de toute son existence. La République florentine l'envoie en mission auprès d'un homme dont le nom circule déjà dans toute l'Italie avec un mélange de fascination et de crainte. César Borgia. Vous sentez immédiatement que l'atmosphère change. Ce n'est plus la diplomatie feutrée des chancelleries ou la courtoisie calculée des princes lointains. Ici, tout semble plus tendu, plus tranchant, presque électrique. César Borgia, fils du pape Alexandre VI, avance à travers l'Italie centrale avec une ambition redoutable. Son objectif est clair, construire son propre État, consolider son pouvoir,
écraser les résistances locales et imposer son autorité. Lorsque Machiavel arrive auprès de lui, vous pouvez presque sentir le contraste. D'un côté, le secrétaire florentin, observateur méthodique, précis, attentif. De l'autre, un homme d'action, charismatique, imprévisible, capable de séduire une assemblée avant d'ordonner une exécution. Cette rencontre va le marquer profondément. Vous voyez Machiavel pénétrer dans les palais temporaires où séjourne Borgia. Entendre les pas des gardes dans les couloirs, voir les visages tendus des conseillers, sentir que chaque parole ici peut avoir des conséquences immédiates. Borgia impressionne. Pas seulement par son rang, par sa présence. Il dégage une forme d'autorité presque physique. Il parle avec assurance, décide vite, ne laisse jamais paraître le doute. Pour Machiavel, habitué à la complexité parfois hésitante des institutions florentines, c'est une révélation. Le pouvoir personnel, lorsqu'il est incarné avec force, produit un effet immense. Vous sentez qu'il observe chaque détail, la manière dont Borgia reçoit les ambassadeurs, la façon dont il récompense les fidèles, la rapidité avec laquelle il neutralise ses opposants. Tout cela nourrit son regard. Mais ce qui le frappe le plus, c'est l'efficacité. Borgia agit. Il ne s'enlise pas dans les discussions interminables. Il avance. Et cette capacité d'action fascine Machiavel. Bien sûr, il voit aussi la brutalité. Là où Florence débat, Borgia tranche. Là où d'autres négocient encore, lui a déjà pris sa décision. Cette brutalité n'est pas gratuite. Elle semble pensée, calculée, dirigée vers un objectif politique. C'est ici que la pensée de Machiavel commence à prendre une forme beaucoup plus nette. Il comprend que, dans certaines circonstances, la dureté peut servir la stabilité. Cette idée est essentielle. Non pas la cruauté pour elle-même, mais l'usage maîtrisé de la force au service de l'ordre. Vous sentez combien cette observation va nourrir plus tard le prince. Car chez Borgia, Machiavel croit voir un exemple presque parfait du dirigeant capable de construire son pouvoir dans le chaos. L'Italie de l'époque est fragmentée, instable, soumise aux rivalités locales et aux ambitions étrangères. Dans ce désordre, Borgia impose une cohérence, par la peur, par la stratégie, par la vitesse. Un épisode en particulier marque profondément Machiavel. En Romagne, Borgia confie le rétablissement de l'ordre à Ramiro d'Orco, un homme réputé pour sa sévérité. La région, jusque-là troublée, retrouve rapidement la stabilité. Mais bientôt, pour se concilier la population, Borgia fait exécuter publiquement ce même Ramiro. Le message est limpide. La cruauté a servi à rétablir l'ordre, puis elle est rejetée sur un exécutant sacrifié. Vous sentez l'effet que cela produit sur Machiavel. Il ne s'agit pas simplement d'un acte violent, c'est une démonstration politique, une mise en scène du pouvoir. Le prince apparaît alors à la fois fort et juste. Il inspire la crainte sans porter lui-même toute la haine. Cette maîtrise de l'image le fascine. Le pouvoir n'est pas seulement ce que l'on fait, c'est aussi ce que l'on donne à voir. Comment on oriente les perceptions, comment on façonne les émotions du peuple. Machiavel note tout cela, mentalement, méthodiquement. Vous sentez déjà que ces scènes s'impriment profondément dans son esprit. Pour lui, Borgia devient presque un laboratoire vivant du pouvoir. Un exemple, peut-être même un modèle partiel. Car au-delà de la violence, ce qui l'impressionne, c'est la cohérence stratégique. Chaque décision semble servir à un but supérieur, consolider l'État. Et cette idée résonne avec tout ce que Florence lui a appris. Un pouvoir qui hésite s'effondre, un pouvoir qui agit peut survivre. Mais déjà, derrière cette apparente maîtrise, vous sentez qu'une autre leçon se prépare. Car le pouvoir le plus impressionnant peut lui aussi être fragile. Et bientôt, le destin de César Borgia va rappeler à Machiavel qu'aucune force n'est totalement à l'abri de la fortune. Plus les jours passent auprès de César Borgia, plus Machiavel sent que ce qu'il observe dépasse la simple mission diplomatique. Vous le voyez assister à des entretiens où chaque geste semble calculé. Les salles sont vastes, décorées avec faste, mais l'ambiance n'a rien de paisible. Derrière les tapisseries, derrière les chandelles qui diffusent une lumière chaude sur les murs, flotte une tension presque palpable. Ici, le pouvoir n'est jamais abstrait. Il est incarné. Il marche dans les couloirs. Il donne des ordres. Il décide de la vie et de la mort.
Machiavel observe Borgia comme on étudie une force de la nature. Le duc agit avec une assurance qui semble inébranlable. Il sait séduire les hommes, flatter les ambitions, distribuer les faveurs, mais aussi frapper avec une brutalité foudroyante lorsque cela devient nécessaire. Vous sentez combien cette alliance de charme et de dureté fascine le Florentin. Borgia n'est pas aimé au sens doux du terme, il est respecté, craint, parfois admiré. Et cette combinaison, Machiavel la retient avec soin, car il comprend peu à peu une vérité qui deviendra centrale dans sa pensée. Il vaut parfois mieux être craint qu'aimé, à condition de ne pas être haï. Cette intuition naît ici, dans ses journées passées, à observer un prince en pleine conquête. Un événement va particulièrement le marquer. À Senigallia, en décembre 1502, César Borgia attire plusieurs condottières et anciens alliés dans ce qui semble être une rencontre de réconciliation. L'atmosphère paraît presque apaisée. Les hommes arrivent avec confiance, persuadés d'avoir encore une place auprès du duc. Mais vous sentez immédiatement que quelque chose se prépare. Le silence est trop lourd, les regards des gardes trop fixes, les sourires trop maîtrisés. Puis tout bascule. Borgia fait arrêter ses rivaux. Certains sont exécutés presque aussitôt. L'opération est rapide, nette, implacable. Pour Machiavel, qui assiste aux conséquences de cet épisode, c'est une démonstration saisissante. Le pouvoir ne survit pas à la naïveté. Un prince qui laisse ses ennemis se regrouper se condamne lui-même. Cette leçon, terrible mais claire, s'imprime profondément en lui. Vous sentez combien cette scène nourrit sa réflexion future. Décidez vite, frappez au moment opportun. Ne jamais laisser le doute s'installer. Mais ce qui l'impressionne le plus n'est pas seulement la violence, c'est la préparation, la patience, la maîtrise du moment. Borgia attend, observe, puis agit lorsque le résultat est certain. Pour Machiavel, cela devient presque une leçon de méthode. Le pouvoir efficace ne repose pas uniquement sur la force brute. Il exige la lecture du temps juste, savoir quand agir, quand attendre, quand paraître conciliant, quand frapper. C'est ici que prend forme une autre notion qui deviendra essentielle chez lui, la vertu. Pas la vertu au sens moral, mais la capacité d'un homme à imposer sa volonté aux circonstances, l'intelligence pratique, l'audace, la maîtrise de soi. La capacité à transformer une situation défavorable en avantage. Chez Borgia, Machiavel croit voir cette vertu à l'œuvre. Et pourtant, en arrière-plan, une autre force demeure. La fortune, le hasard, l'imprévu, la chance, car même l'homme le plus habile ne contrôle pas tout. Cette idée commence elle aussi à prendre forme dans son esprit. Un grand dirigeant doit savoir agir, mais il doit aussi composer avec ce qui lui échappe, avec les accidents de l'histoire, avec la maladie, avec les changements d'alliance, avec les morts soudaines. Vous sentez déjà que cette tension entre la maîtrise humaine et la fortune deviendra l'un des axes majeurs de sa pensée. Pendant ce temps, Machiavel continue d'observer avec une intensité presque fascinée. Chaque décision de Borgia semble lui offrir un exemple concret. Le prince distribue la peur sans jamais perdre totalement l'adhésion de ses hommes. Il sait se montrer généreux, puis implacable. Il maîtrise son image, il comprend la psychologie des foules. Il sait que le peuple veut avant tout l'ordre. Cette idée marque profondément Machiavel. Au fond, ce que les populations recherchent le plus n'est pas toujours la bonté du dirigeant. C'est la stabilité, la sécurité, la fin du désordre. Et un pouvoir capable d'apporter cela peut être accepté, même s'il se montre dur. Mais déjà, le destin prépare une autre leçon. Car la puissance de Borgia, si impressionnante soit-elle, repose aussi sur un pilier fragile. Son père, le pape Alexandre VI. Et bientôt, ce pilier va disparaître. Machiavel va alors voir de ses propres yeux comment même le plus brillant des stratèges peut vaciller lorsque la fortune se retourne. Cette chute sera, pour lui, aussi instructive que l'ascension. Le destin, parfois, change de direction en une seule journée. Après avoir observé l'ascension fulgurante de César Borgia, Machiavel va assister à ce qui deviendra l'une des leçons les plus profondes de toute sa réflexion politique. La chute d'un homme que l'on croyait presque invincible.
Nous sommes en 1503. L'air semble plus lourd, presque orageux, comme si l'Italie entière pressentait qu'un équilibre est sur le point de se rompre. À Rome, le pape Alexandre VI, père de César Borgia, meurt soudainement en août 1503. Vous sentez immédiatement l'onde de choc. Ce n'est pas seulement la disparition d'un homme, c'est l'effondrement d'un pilier. Toute la puissance de César reposait en partie sur cette alliance familiale et institutionnelle exceptionnelle. Tant que son père occupait le trône pontifical, il disposait d'un appui immense, prestige, ressources, influence, légitimité. En un instant, tout devient plus fragile. Machiavel observe cette transformation avec une attention presque douloureuse. Il voit que le pouvoir personnel, même brillamment construit, reste vulnérable lorsqu'il dépend trop d'un soutien extérieur. Cette leçon le marquera durablement. Un prince doit fonder sa puissance sur ses propres forces, pas uniquement sur la faveur d'autrui, pas sur la chance, pas sur un protecteur. Vous sentez combien cette idée commence à se cristalliser. C'est là, peut-être plus encore que dans les succès de Borgia, que Machiavel comprend ce qu'est réellement la fragilité du pouvoir. Le duc tente de réagir. Il manœuvre, négocie, cherche à préserver ses positions. Mais la fortune s'est retournée. Et Machiavel assiste alors à ce qu'il appellera plus tard la lutte entre la vertu et la fortuna. D'un côté, l'habileté humaine. De l'autre, les forces incontrôlables du destin. César Borgia, si sûr de lui jusque-là, tombe malade presque au même moment. Vous sentez la violence symbolique de cette séquence. Comme si l'histoire elle-même venait rappeler qu'aucun homme, si puissant soit-il, ne maîtrise totalement son destin. Machiavel voit la puissance ralentir. Les décisions deviennent plus difficiles. Les soutiens s'effritent. Les anciens alliés hésitent. Les opportunistes changent de camp. C'est une nouvelle démonstration de la nature humaine. La fidélité, souvent, dure tant que dure la force. Lorsque le pouvoir vacille, beaucoup s'éloignent. Cette observation devient fondamentale dans sa pensée. Il comprend que les hommes se rallient plus volontiers à la puissance qu'à la vertu. À ce moment-là, un nouveau pape doit être élu. La succession pontificale devient un enjeu décisif. Borgia tente d'influencer le conclave, de placer un homme favorable à ses intérêts. Mais le résultat ne lui offre pas la sécurité espérée. Très vite, Jules II s'impose, et avec lui, l'avenir du duc s'assombrit. Vous voyez Machiavel assister à cette lente désagrégation. Ce n'est plus la montée irrésistible d'un conquérant. C'est le recul progressif d'un pouvoir qui perd ses appuis. Et pourtant, loin de détourner le regard, il observe avec encore plus d'attention, car la chute enseigne souvent plus que la réussite. Il comprend que Borgia a commis une erreur essentielle. Il n'a pas suffisamment préparé l'après. Il a construit une puissance immense, mais trop dépendante d'un contexte favorable. Cette idée va devenir centrale. Un dirigeant doit penser au-delà de l'instant, prévoir les retournements, anticiper la perte des soutiens, construire des bases durables. Vous sentez que Machiavel ne juge pas moralement. Il analyse. Presque froidement, il regarde les causes, les mécanismes, les enchaînements. Pourquoi un homme si habile tombe-t-il ? Pourquoi un pouvoir si impressionnant s'effondre-t-il si vite ? Les réponses commencent à s'ordonner dans son esprit. Excès de dépendance, manque d'anticipation, retournement de la fortune, faiblesse structurelle. Tout cela formera plus tard la matière vive du prince. Mais pour l'instant, il assiste encore au dernier soubresaut de Borgia. L'homme qu'il avait observé comme une incarnation presque parfaite de la vertu devient maintenant l'exemple d'une vérité plus complexe. Le talent ne suffit pas toujours. La volonté ne suffit pas toujours. Même les plus grands doivent composer avec l'imprévisible. Et c'est précisément dans cette tension entre la maîtrise et le hasard que la pensée de Machiavel va s'approfondir. Florence, pendant ce temps, continue de l'employer dans ses missions. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Il n'observe plus seulement les hommes. Il commence à comprendre les lois profondes qui semblent gouverner leur ascension et leur chute. Le temps fait son œuvre, et avec lui, la chute de César Borgia devient de plus en plus visible. Vous sentez presque le contraste avec les mois précédents. Là où tout semblait avancer avec une précision implacable, tout paraît désormais plus lent, plus hésitant, plus fragile.
Les mêmes hommes qui se pressaient autrefois autour du duc commencent à garder leur distance. Les regards changent, les voix se font plus prudentes. Machiavel observe ce glissement avec une intensité remarquable. Il ne voit pas seulement la fin d'un homme puissant, il voit un phénomène politique à ciel ouvert. La puissance attire, la faiblesse éloigne. Cette loi humaine, il la comprend de manière presque brutale. Ceux qui se disaient fidèles à Borgia, tant qu'il imposait la crainte et le respect, se montrent soudain moins empressés. Certains changent de camp, d'autres deviennent silencieux, d'autres encore attendent de voir de quel côté soufflera le vent. Pour Machiavel, c'est une confirmation. Les fidélités politiques reposent rarement sur l'affection sincère. Elles tiennent à l'intérêt, à la peur, à l'espérance d'un bénéfice. Vous sentez que cette idée s'inscrit profondément dans son esprit. Le pouvoir doit être capable de se maintenir sans dépendre de la loyauté supposée des hommes. Car les hommes, justement, changent vite. Ils suivent souvent la force plus que la justice. Cette lucidité, qui peut sembler froide, devient chez lui une méthode d'analyse. Pendant ce temps, César Borgia tente encore de préserver ce qui peut l'être. Il cherche des alliances, essaie de maintenir son influence sur certaines places fortes, négocie avec les nouveaux centres de pouvoir. Mais la dynamique n'est plus la même. Vous le sentez, la fortune a changé de camp. Cette notion de fortune devient alors centrale dans la réflexion de Machiavel. Le hasard, les circonstances, les événements que nul ne peut totalement prévoir. La mort d'un pape, une maladie, une élection, une trahison. Autant de forces capables de renverser les plans les mieux construits. Mais Machiavel ne conclut pas pour autant que tout relève du destin. Au contraire, c'est précisément là que sa pensée devient plus fine. La fortune existe, elle frappe, elle bouleverse, mais l'homme politique doit savoir s'y préparer. Il ne peut pas tout contrôler. En revanche, il peut réduire sa dépendance aux circonstances. Vous sentez cette idée prendre forme lentement. Un bon dirigeant n'ignore pas le hasard. Il construit pour lui résister. Il prévoit les crises. Il sécurise ses bases. Il pense à l'après. C'est ici que la chute de Borgia devient, pour Machiavel, presque plus instructive que son ascension. Le duc lui apparaît désormais comme un exemple à la fois admirable et imparfait. Admirable par son audace, par sa capacité à agir, par son intelligence stratégique, mais imparfait parce qu'il n'a pas su assurer la continuité de sa puissance après la disparition de son père. Cette nuance est fondamentale. Vous sentez que Machiavel n'est pas dans l'admiration aveugle. Il retient les qualités. Il retient aussi les erreurs. Et c'est précisément ce mélange qui nourrira plus tard l'écriture du Prince. Pendant ces années, Florence continue d'évoluer. La République cherche à renforcer ses positions. Les tensions extérieures demeurent fortes. L'Italie reste un espace instable, traversé par les ambitions françaises, espagnoles et pontificales. Machiavel, de retour dans les affaires florentines, rapporte avec lui une expérience unique. Il a vu de près la construction d'un pouvoir personnel. Il a vu sa mise en scène, sa violence calculée, puis sa désagrégation. Tout cela lui donne une profondeur de regard rare. Vous le sentez désormais différent, plus lucide, plus direct, presque plus détaché des illusions morales habituelles. Ce qui l'intéresse n'est plus seulement ce que les hommes devraient faire, mais ce qu'ils font réellement. Pourquoi ils obéissent? Pourquoi ils trahissent? Pourquoi ils suivent un homme aujourd'hui et l'abandonnent demain? Cette compréhension du réel devient sa force. Et bientôt, Florence va lui offrir un nouveau terrain d'observation. Car une autre question commence à s'imposer à lui. Comment un État peut-il se défendre durablement? Cette interrogation devient urgente. Les mercenaires, si souvent utilisés dans l'Italie de la Renaissance, lui paraissent de plus en plus problématiques. Peut-on confier la sécurité d'une république à des hommes qui combattent pour l'argent? Cette réflexion va ouvrir une nouvelle phase essentielle de sa vie politique. Une phase où Machiavel ne se contentera plus d'observer les princes. Il cherchera à renforcer concrètement la puissance de Florence. De retour à Florence, Machiavel n'est plus tout à fait le même homme. Les années passées à observer les princes, les chancelleries, les armées et les retournements de fortune ont aiguisé son regard. Vous sentez chez lui une forme de maturité nouvelle. Ce n'est plus seulement le secrétaire brillant de la République,
C'est un homme qui a vu le pouvoir de près et qui en a compris les fragilités. À Florence, une question devient de plus en plus pressante. Comment protéger la République ? L'Italie continue d'être secouée par les ambitions extérieures. Les grandes puissances avancent, reculent, négocient, envahissent parfois. Les cités-États, aussi raffinées soient-elles, restent vulnérables. Machiavel en est désormais convaincu. Un État qui dépend des autres pour sa défense est un État fragile. Cette conviction naît directement de tout ce qu'il a observé. Les mercenaires, très utilisés dans l'Italie de son temps, lui inspirent une profonde méfiance. Vous imaginez ces soldats professionnels, parfois impressionnants, bien équipés, mais liés avant tout à leur solde. Ils combattent pour l'argent, pas pour la patrie, pas pour les institutions, pas pour le peuple. Et cela, pour Machiavel, est un problème fondamental. Il voit dans ces armées privées une faiblesse structurelle. Un mercenaire peut changer de camp, se retirer, négocier, attendre une meilleure offre. Il n'a pas le même attachement qu'un citoyen qui défend sa propre ville. Cette idée devient l'un des grands axes de son action politique. Il faut une milice florentine, une armée de citoyens, des hommes qui combattent pour leur cité, pour leur sécurité, pour leur famille, pour leur avenir. Vous sentez combien cette conviction l'anime. Ce n'est plus seulement une théorie, c'est un projet concret. À partir de 1505, Machiavel s'investit activement dans cette entreprise. Il participe à l'organisation et à la mise en place d'une milice populaire. Vous pouvez presque le voir quitter les salles de la chancellerie pour parcourir les campagnes toscanes, rencontrer les habitants, inspecter les recrues, observer les entraînements. L'air y est différent, plus ouvert, plus brut. On sent la poussière soulevée par les pas des hommes en exercice. Le bois des lances, le métal des armes, les ordres lancés d'une voix forte. Pour Machiavel, cette expérience est essentielle. Elle lui permet de confronter ses idées au réel. Il ne s'agit plus seulement d'analyser des princes. Il s'agit de construire un outil de puissance pour la République. Et cette responsabilité le passionne. Vous sentez qu'il y voit quelque chose de profondément politique. Une République qui sait se défendre est une République plus libre. Cette idée devient presque un principe. La liberté ne repose pas uniquement sur les lois. Elle repose aussi sur la capacité à résister, à se protéger, à ne pas dépendre des forces extérieures. Cette réflexion s'inscrit parfaitement dans sa pensée naissante. Le pouvoir doit être solide, concret, capable d'agir. Au fil de cette mission, Machiavel continue aussi d'observer les hommes. Il voit que le courage n'est pas toujours là où on l'attend. Certains citoyens se révèlent remarquablement disciplinés. D'autres hésitent. D'autres encore se montrent plus attachés à leurs intérêts, privés qu'au bien commun. Encore une fois, il apprend. Il comprend que la nature humaine demeure complexe. Le patriotisme existe, mais il doit être cultivé, encadré, orienté. Rien n'est jamais automatique. Même l'amour de la cité doit être soutenu par des institutions. Cette idée le rapproche encore davantage de sa vision réaliste du pouvoir. Un État ne peut pas simplement espérer la vertu. Il doit organiser les conditions qui la rendent possible. Pendant ce temps, Florence continue d'évoluer dans un climat politique tendu. Les rivalités extérieures persistent. Les menaces ne disparaissent jamais complètement. Machiavel sent que la République avance sur une ligne fragile. Sa milice citoyenne devient donc à ses yeux bien plus qu'une réforme administrative. C'est un instrument de survie. Vous percevez à quel point cette période renforce chez lui la conviction que les États tombent souvent moins par manque d'idées que par manque de force. Une cité incapable de se défendre invite l'agression. Cette leçon, nourrie par l'expérience de Borgia et confirmée par l'organisation de la milice, devient centrale. Mais bientôt, les événements vont encore accélérer. La guerre contre Pise va offrir à Machiavel un nouveau terrain d'observation. Et cette fois, ses idées sur la puissance de l'État vont être mises à l'épreuve de manière très concrète. Le projet de milice prend désormais une forme bien réelle. Vous sentez l'effervescence qui gagne Florence et ses campagnes. Ce qui n'était encore qu'une idée portée par Machiavel devient peu à peu une organisation concrète, presque vivante. Des hommes sont recensés, convoqués, entraînés. Les villages toscans voient passer les représentants de la République, les listes de noms, les convocations, les premiers exercices. Machiavel suit tout cela de près.
Vous pouvez presque le voir au milieu des plaines autour de Florence, observant les rangs encore maladroits de citoyens en armes. Le vent soulève la poussière sèche du sol, les ordres claquent dans l'air, les lances se lèvent avec un léger décalage. Les pas ne sont pas toujours parfaitement synchronisés, mais quelque chose naît, une force propre, une défense qui n'appartient qu'à la cité. Pour lui, cette image est presque politique avant d'être militaire. Une république doit pouvoir compter sur ses propres hommes. Cette conviction devient de plus en plus forte. Il ne s'agit pas seulement de combattre, il s'agit de construire un lien entre le peuple et l'État. Un citoyen qui prend les armes pour Florence n'est plus simplement un habitant. Il devient acteur de la survie collective. Cette idée le passionne. Vous sentez chez Machiavel une forme d'enthousiasme rare. Lui qui a tant observé les faiblesses des États italiens, croit ici tenir un élément de stabilité. Pendant ce temps, le conflit avec Pise continue de peser sur la République. La ville, longtemps sous domination florentine, cherche à préserver son autonomie. Le siège, les tensions, les coûts financiers épuisent Florence depuis des années. Pour Machiavel, cette guerre devient le terrain concret où ses idées vont être testées. Les milices citoyennes participent progressivement aux opérations. Ce n'est pas encore une machine parfaitement rodée. Les hommes manquent parfois d'expérience. La discipline reste inégale. Mais ils offrent quelque chose que les mercenaires n'apportent pas toujours. La fidélité à la cité. Vous sentez combien cela confirme sa pensée. Un soldat qui défend son foyer, ses proches, sa propre sécurité, n'a pas la même motivation qu'un homme payé à la journée. Cette distinction devient presque fondamentale dans sa vision de l'État. Au fond, Machiavel comprend que la force politique repose toujours sur des bases humaines. L'armée n'est jamais seulement un outil technique. Elle révèle la nature du lien entre les gouvernants et les gouvernés. Un peuple qui se sent partie prenante de l'État le défendra plus volontiers. Cette idée, simple en apparence, est immense. Elle rejoint tout ce qu'il a appris depuis son enfance florentine. Le pouvoir durable doit s'enraciner. Il doit exister dans les institutions, mais aussi dans les corps, les habitudes, les devoirs. Au fil de cette période, Machiavel continue d'écrire, de réfléchir, de rapporter à la chancellerie tout ce qu'il observe. Vous l'imaginez le soir, de retour dans son bureau, les vêtements encore marqués par la poussière des routes, la plume courant rapidement sur le parchemin. Il consigne, analyse, tire des conclusions. Sa pensée devient de plus en plus structurée. Il distingue les États solides des États vulnérables, les dirigeants prévoyants des dirigeants naïfs, les institutions efficaces des institutions fragiles. Et toujours revient cette idée, un État doit s'appuyer sur ses propres forces, pas sur des soutiens temporaires, pas sur la chance, pas sur la bienveillance des autres puissances. Cette lucidité fait de lui un homme précieux pour la République, mais Florence elle-même reste fragile. Les équilibres italiens continuent là de se modifier. La France, l'Espagne, la papauté, chacun avance ses intérêts. La ville doit sans cesse s'adapter. Machiavel le sait. Il sent que la stabilité politique est toujours provisoire. C'est précisément cette conscience de la fragilité qui nourrit son intelligence. Vous le sentez presque inquiet, mais lucide. Il sait que les institutions florentines, malgré leurs efforts, ne sont jamais à l'abri d'un retournement brutal. Et ce retournement approche, car la situation internationale va bientôt provoquer le retour des Médicis. Cette nouvelle rupture politique va bouleverser sa vie. L'homme qui avait tant servi la République va soudain passer du centre du pouvoir à l'exil. Et cette chute personnelle sera pour sa pensée aussi décisive que tout ce qu'il a observé jusque-là. Le vent tourne une nouvelle fois sur Florence. Vous le sentez presque avant même que les événements ne se précisent. La ville, que Machiavel a servie pendant des années avec une fidélité constante, entre dans une nouvelle zone de turbulence. Les grandes puissances européennes continuent de remodeler l'Italie, et Florence, malgré ses institutions républicaines, demeure exposée à des forces qui la dépassent. Nous sommes en 1512. Cette date va bouleverser la vie de Machiavel. Les Médicis reviennent au pouvoir. Après la défaite des forces florentines et l'intervention des Espagnols, la République s'effondre. Vous sentez la brutalité du changement. Ce qui semblait encore tenir la veille disparaît presque du jour au lendemain. Les couloirs de la chancellerie changent de visage.
Les fidélités se renversent. Les hommes qui servaient à la République doivent désormais répondre à un nouvel ordre. Pour Machiavel, c'est une chute soudaine. L'homme qui, pendant 14 années, avait été au cœur des affaires publiques est écarté. Licencié, privé de sa fonction, privé de son rôle. Vous sentez le vide immense que cela représente. Toute son identité politique semblait liée à cette activité. Aux missions, aux lettres, aux négociations, aux rapports. Tout s'interrompt. Mais la chute ne s'arrête pas là. Peu après le retour des Médicis, une conspiration contre le nouveau régime est découverte. Le nom de Machiavel apparaît dans l'enquête. Il est arrêté en février 1513. Vous imaginez la violence du moment, les gardes, la porte qui s'ouvre brusquement, le froid des murs, le bruit des chaînes. L'homme d'État devient prisonnier. C'est l'un des moments les plus sombres de sa vie. Il est enfermé, interrogé, accusé de complicité dans le complot. Et surtout, il subit la torture. La strapado. Vous sentez toute la dureté de cette scène. Les poignets liés derrière le dos. Le corps hissé, puis relâché brutalement. La douleur, l'humiliation, l'incertitude. Pour un homme qui a tant réfléchi à la nature du pouvoir, cette expérience devient aussi une confrontation intime avec sa violence. Le pouvoir, cette fois, ne se laisse plus observer à distance. Il s'exerce directement sur lui. Cette épreuve marque profondément Machiavel. Vous sentez combien cette bascule est importante. L'ancien serviteur de l'État expérimente la vulnérabilité absolue. Il comprend dans sa chair ce que signifie être à la merci d'un régime. Finalement, grâce à une amnistie liée à l'élection du pape Léon X, lui-même un Médicis, Machiavel est libéré. Mais sa carrière politique semble brisée. Il quitte Florence. Ou plutôt, Florence le quitte. Le centre du monde politique s'éloigne. Il se retire dans sa propriété de Sant'Andrea in Percussina, près de San Casciano. Le contraste est immense. Vous passez des salles du pouvoir aux collines toscanes. L'air y est plus calme. Les sons différents. Le vent dans les arbres. Le bruit discret des travaux agricoles. Les pas sur les chemins de terre. Pour Machiavel, cette retraite forcée est à la fois une blessure et une transformation. Il n'est plus acteur. Il redevient observateur. Mais cette fois, un observateur de lui-même. Vous le voyez traverser ses journées entre la vie rurale, les discussions avec les habitants du village, les parties de cartes à l'auberge et surtout les longues soirées de lecture. C'est là que quelque chose de décisif commence à se former. Privé d'action, il se tourne vers la pensée. Ses années d'expérience politique remontent à la surface. Ses observations sur Borgia, sur la République, sur les armées, sur les princes, tout se rassemble. Vous sentez presque la tension intérieure. D'un côté, la frustration immense d'être exclu. De l'autre, la nécessité de donner un sens à tout ce qu'il a vécu. Cette période de solitude devient féconde. Le soir, après les activités du jour, il se retire pour lire les anciens. Il retrouve Tite-Live, Cicéron, les auteurs de Rome. Puis il réfléchit à son propre temps, à ses propres expériences. La matière intellectuelle de son grand œuvre commence à prendre forme. Et bientôt, dans cet exil silencieux, Machiavel va commencer à écrire le livre qui traversera les siècles, Le Prince. La campagne toscane vous enveloppe désormais d'un silence très différent de celui des palais florentins. Ici, plus de couloirs de chancellerie, plus de messagers pressés, plus de sceaux apposés à la cire chaude sur des lettres diplomatiques. À Sant'Andrea in Percussina, les journées s'étirent autrement. Le matin, l'air est vif, légèrement humide. Vous sentez l'odeur de la terre, du bois, des vignes, des collines qui s'ouvrent à perte de vue. Pour Machiavel, ce retrait forcé ressemble d'abord à une humiliation. L'homme qui fréquentait prince, ambassadeur et chef d'État se retrouve loin du centre des décisions. Il regarde Florence à distance, comme on observe une lumière que l'on ne peut plus atteindre. Et pourtant, c'est ici que va naître l'essentiel. Vous l'imaginez au fil des jours, partagé entre une vie simple et une activité intellectuelle intense. Il passe du temps avec les paysans, discute avec les hommes du village, écoute leurs préoccupations concrètes, les récoltes, les taxes, les saisons, les difficultés quotidiennes. Ces conversations le nourrissent elles aussi. Car Machiavel n'observe pas seulement les princes, il observe les hommes. Toujours, le soir venu,
tout change. C'est dans cette atmosphère presque rituelle que commence l'un des moments les plus célèbres de sa vie. Il rentre chez lui, retire ses vêtements du jour, marqués par la poussière des chemins. Puis il enfile ses habits de cour, comme s'il se préparait à entrer de nouveau dans les palais du pouvoir. Vous sentez la beauté presque symbolique de ce geste. Le corps reste à la campagne. L'esprit, lui, retourne auprès des grands hommes. Il ouvre les textes antiques. Tite-Live, Tacite, Cicéron. Les auteurs romains deviennent ses interlocuteurs nocturnes. Mais cette fois, quelque chose de nouveau se produit. Ses propres expériences politiques viennent dialoguer avec les anciens. Tout ce qu'il a vu remonte. Borgia, la chute de la République, les Médicis, la torture, la milice, les armées étrangères, les renversements de fortune. Tout cela commence à s'organiser. Et c'est en 1513 qu'il se met à écrire « Le Prince ». Vous sentez presque le frottement de la plume sur le parchemin, la lumière vacillante des chandelles, le silence profond de la nuit toscane. Ce texte n'est pas écrit comme un traité abstrait. Il naît de l'expérience, de la blessure, de l'observation, de l'urgence. Machiavel veut comprendre, mais il veut aussi revenir dans le jeu politique. C'est essentiel. Le Prince n'est pas seulement une œuvre philosophique. C'est aussi, en partie, un texte destiné à retrouver la faveur des Médicis. Il le dédie à Laurent, II de Médicis. Vous sentez derrière chaque page cette double tension, la réflexion sincère et l'espoir du retour. Le livre pose une question simple, mais immense. Comment un dirigeant peut-il conquérir, conserver et stabiliser le pouvoir ? Mais Machiavel ne parle pas comme les moralistes de son temps. Il ne décrit pas le prince idéal au sens moral, il décrit le prince efficace. Et c'est là toute la révolution de sa pensée. Il regarde les hommes tels qu'ils sont, non tels qu'ils devraient être. Cette distinction est fondamentale. Vous sentez combien elle naît directement de toute sa vie. Les trahisons observées, les fidélités fragiles, les retournements rapides, les princes faibles, les princes audacieux. Tout cela se condense ici. Il écrit sur la peur, sur l'amour, sur la nécessité parfois d'être dur, sur la place de la force, sur la manière de gérer l'image du pouvoir. Une phrase, plus tard, marquera les siècles. Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais vous comprenez bien que derrière cette formule célèbre, sa pensée est plus fine. Il ne fait pas l'éloge gratuit de la cruauté. Il réfléchit à la stabilité, à la survie de l'État, à la manière dont un pouvoir peut durer dans un monde instable. Cette précision est essentielle. Le Prince n'est pas un manuel de méchanceté. C'est une tentative de comprendre la réalité du pouvoir sans voile moral. Vous sentez que Machiavel atteint ici le cœur de sa pensée. Le politique a ses propres lois, ses propres nécessités, et parfois, elles entrent en tension avec la morale individuelle. Dans le silence de la campagne, l'ancien homme d'État transforme donc sa chute en œuvre. Son exclusion devient création, sa solitude devient pensée. Et ce livre, né dans la frustration et l'exil, va bientôt traverser les siècles bien au-delà de Florence. Les nuits de Sant'Andrea deviennent peu à peu le véritable cœur de l'œuvre de Machiavel. Vous sentez presque cette atmosphère suspendue, faite de silence, de lumière vacillante et de pensée. Dehors, la campagne toscane s'endort lentement. Le vent glisse entre les arbres, les collines se fondent dans l'obscurité, et seuls quelques bruits lointains viennent parfois troubler la nuit. À l'intérieur, Machiavel écrit « Le prince prend forme ». Mais plus encore que le livre lui-même, c'est toute une vision du monde qui s'organise sous sa plume. Vous comprenez que ce texte n'est pas né d'une théorie abstraite. Il est le résultat de toute une vie d'observation. Les Médicis, Savonarole, César Borgia, la République florentine, les armées étrangères, les trahisons, les retournements de fortune. Chaque expérience semble revenir sous forme d'idées. Peu à peu, Machiavel construit une distinction fondamentale. Le monde politique n'obéit pas aux mêmes règles que la morale privée. Cette idée, aujourd'hui encore, demeure l'une des plus puissantes de son œuvre. Vous sentez combien elle est révolutionnaire pour son époque. Là où beaucoup pensent encore le pouvoir à travers l'idéal chrétien du bon souverain,
Juste, pieux et charitable, Machiavel regarde les faits, mais il observe ce qui permet à un État de survivre. Et parfois, cela ne correspond pas à ce qui semble moralement souhaitable. C'est ici que sa pensée devient souvent mal comprise. Il ne dit pas que le mal est bon. Il dit qu'un dirigeant doit parfois agir contre la morale commune si la survie de l'État l'exige. Cette nuance est immense. Pour lui, la première responsabilité du gouvernant est de préserver l'ordre politique, empêcher le chaos, éviter l'effondrement, maintenir la continuité. Vous sentez combien cette idée naît directement de ce qu'il a vu à Florence. Les changements de régime, les invasions, les renversements rapides. Tout cela lui a appris que le désordre coûte plus cher que la dureté ponctuelle d'une décision. Un autre concept central apparaît alors sous sa plume, la vertu. Le mot est souvent difficile à traduire. Ce n'est pas la vertu morale au sens classique, c'est plutôt l'énergie politique, l'intelligence pratique, le courage, la capacité à décider, la force de caractère qui permet à un homme de maîtriser les circonstances. Vous sentez combien cette notion est au cœur de sa vision. Un grand dirigeant n'est pas simplement un homme bon. C'est un homme capable, capable de voir clair, capable d'agir vite, capable d'imposer un ordre. Face à cette vertu, une autre force se dresse, la fortuna. La fortune, le hasard, le destin, les événements imprévus. Machiavel a vu cette force à l'œuvre. La mort du pape Alexandre VI, la chute de Borgia, le retour des Médicis, sa propre disgrâce. Tout cela lui a appris qu'aucun homme ne contrôle totalement le cours des choses. Mais il refuse le fatalisme. Vous sentez toute la finesse de sa pensée ici. La fortune existe. Elle représente une part du destin humain. Mais l'homme politique peut lui résister. Il peut s'y préparer, la limiter, la canaliser. Cette tension entre virtu et fortuna devient l'un des axes les plus célèbres de son œuvre. Le grand dirigeant n'est pas celui qui ignore le hasard. C'est celui qui sait agir quand il survient, qui transforme la crise en opportunité, qui tire profit du chaos. Cette idée porte la marque de toute sa vie. Machiavel ne pense jamais dans l'abstrait. Chaque concept semble nourri par une expérience vécue. Vous sentez que derrière ces phrases, il y a toujours des visages. Borgia, Savonarole, les magistrats florentins, les princes italiens. Le prince devient ainsi bien plus qu'un simple traité. C'est presque une radiographie du pouvoir. Une tentative de décrire ce que les hommes font réellement lorsqu'ils gouvernent. Et cette lucidité, précisément, va choquer autant qu'elle fascinera. Car Machiavel ose dire ce que beaucoup pensent sans l'écrire. Le pouvoir ne repose pas uniquement sur la vertu morale. Il repose aussi sur la peur, sur l'image, sur la capacité à décider, sur la maîtrise des apparences. Vous sentez que cette réflexion ne fait que commencer. Car bientôt, il approfondira encore sa pensée en revenant à la République et au modèle de Rome. La pensée de Machiavel continue de s'approfondir dans le silence des collines toscanes. Le prince est désormais rédigé, mais son esprit ne s'arrête pas là. Vous sentez qu'il ne cherche pas seulement à comprendre le pouvoir personnel d'un dirigeant. Peu à peu, sa réflexion s'élargit. Il revient à ce qui l'a toujours accompagné depuis l'enfance, Rome. Les anciens textes qu'il relit chaque soir prennent une nouvelle profondeur. Tite-Live, surtout, occupe une place centrale. À travers les récits de la République romaine, Machiavel retrouve une question qui l'habite depuis longtemps. Comment un État peut-il durer ? Non pas seulement survivre à court terme, mais traverser les générations. Résister aux crises. Maintenir sa force malgré les changements d'hommes et de circonstances. Cette réflexion le conduit à écrire une autre œuvre majeure, les discours sur la première décade de Tite-Live. Vous sentez ici un déplacement essentiel. Le prince s'intéressait avant tout à l'action du dirigeant. Les discours s'ouvrent davantage à la vie des institutions, à la force d'un régime, à l'équilibre entre les pouvoirs. Machiavel ne pense plus seulement en termes de prince, il pense en termes d'État. C'est une nuance immense. Et pourtant, les deux œuvres se répondent. Dans l'une, il observe le pouvoir concentré. Dans l'autre, il cherche les ressorts d'une république durable. Vous comprenez alors quelque chose d'important. Machiavel n'est pas seulement le penseur du prince autoritaire que l'on caricature parfois. Il est aussi profondément fasciné par la vitalité républicaine, par la capacité d'un peuple à participer à la vie politique,
par la solidité des lois, par le conflit institutionnalisé. Oui, le conflit, c'est l'un des aspects les plus modernes de sa pensée. Là où beaucoup voient dans le conflit un danger absolu, Machiavel y perçoit parfois une source de force. Vous sentez combien cette idée est surprenante. Pour lui, les tensions entre le peuple et les élites, lorsqu'elles sont encadrées par les institutions, peuvent renforcer la liberté. Elles empêchent la concentration excessive du pouvoir. Elles obligent le régime à se corriger. Cette vision naît clairement de son expérience florentine. Il a vu les excès des familles puissantes, les basculements rapides du pouvoir, les faiblesses d'une république divisée. Mais il refuse une lecture naïve. Un État vivant n'est jamais totalement harmonieux. Il est traversé de tensions. La question n'est pas de les supprimer. La question est de les organiser. Cette idée est d'une modernité saisissante. Vous sentez qu'elle dépasse son époque. Pendant ce temps, Machiavel continue d'espérer un retour aux affaires. C'est un point essentiel. L'écriture n'efface jamais complètement son désir d'action. Il reste attentif aux évolutions de Florence, aux Médicis, aux rapports de force en Italie. Au fond, il n'a jamais cessé d'être un homme politique. Même dans l'exil, même dans l'écriture. Ses œuvres sont pensées, mais elles sont aussi profondément tournées vers l'action. Vous le sentez encore animé par cette volonté de servir. Sa pensée ne cherche pas seulement à expliquer. Elle cherche à être utile, à offrir des outils de compréhension, des principes d'action, des leçons tirées du réel. Au fil de ces années, Machiavel devient ainsi une figure intellectuelle singulière. Un homme qui ne parle ni comme un théologien, ni comme un moraliste classique. Il parle comme quelqu'un qui a vu, qui a vécu les renversements du pouvoir, qui en a souffert et qui en tire des lois. Cette proximité avec l'expérience rend sa pensée presque charnelle. Vous sentez que chaque concept porte encore la trace d'un événement, d'une chute, d'une victoire, d'une erreur, d'une trahison. La politique, chez lui, reste toujours liée à la nature humaine. Les hommes désirent, craignent, espèrent, se méfient. Et les institutions doivent tenir compte de cette réalité. C'est sans doute là le cœur de sa modernité. Ne jamais construire une théorie sur un homme idéal, toujours partir de l'homme réel. Celui qui existe, celui que l'on rencontre dans les rues, dans les palais, dans les armées, dans les assemblées. Cette lucidité fera de lui l'un des penseurs les plus commentés de l'histoire. Mais pour l'instant, Machiavel avance vers les dernières années de sa vie. Et le destin va encore lui offrir une forme de retour, fragile, imparfaite, mais profondément symbolique. Les années passent doucement sur les collines toscanes, mais le cœur de Machiavel, lui, demeure tourné vers Florence. Vous le sentez dans chacun de ses écrits, dans chacune de ses lettres, dans cette attention constante portée au mouvement du pouvoir. Même éloigné des affaires publiques, il n'a jamais cessé de regarder la cité comme on regarde une lumière familière au loin. Le désir de retour est toujours là, silencieux, tenace, et peu à peu, une possibilité semblerait apparaître. Les Médicis, désormais solidement installés à Florence, commencent à lui rouvrir certaines portes. Ce retour n'a rien de triomphal. Il est discret, progressif, presque fragile. Mais pour Machiavel, il représente beaucoup. Vous sentez combien cette perspective ravive en lui une énergie ancienne. L'homme d'écriture retrouve peu à peu le contact avec le monde de l'action. On lui confie certaines missions ponctuelles, des travaux, des rapports, des réflexions politiques et militaires. Ce ne sont plus les responsabilités majeures de ces années à la chancellerie. Mais c'est déjà une réintégration symbolique, une reconnaissance. Machiavel reprend alors sa plume dans un autre registre. Il écrit sur l'art de la guerre. Cette œuvre, Dell'arte della guerra, publiée en 1521, lui permet d'approfondir certaines idées qui l'habitent depuis longtemps. Vous sentez combien son expérience de la milice florentine et sa méfiance envers les mercenaires y occupent une place centrale. Pour lui, un État qui confie sa sécurité à des forces extérieures demeure vulnérable. Cette conviction n'a jamais changé. Au contraire, les années l'ont renforcée. Il revient encore et toujours à cette idée. La force d'un État doit reposer sur ses propres citoyens. Cette pensée rejoint tout ce qu'il a appris de la République romaine. La solidité politique exige une base militaire propre.
Sans cela, la liberté reste fragile. Pendant cette période, Machiavel reçoit aussi une commande importante. Rédiger une histoire de Florence. Les Histories fiorentines. Vous sentez combien cette mission est symbolique. Les Médicis lui demandent d'écrire l'histoire de la ville qui l'a tant servi. Pour lui, c'est à la fois un honneur et une forme de retour officiel dans le cercle intellectuel du pouvoir. À travers ce travail, il replonge dans les siècles passés, les luttes entre familles, les renversements de régimes, les ambitions civiques, les rivalités sociales. Tout cela nourrit encore sa réflexion. L'histoire, chez Machiavel, n'est jamais un simple récit. Elle est un laboratoire, un moyen de comprendre les lois récurrentes du pouvoir humain. Vous sentez qu'il relie Florence comme il avait relu Rome. À travers les événements particuliers, il cherche les constantes, l'ambition, la peur, le désir de domination, la fragilité des institutions. Cette manière de penser l'histoire comme une source de leçons politiques fait toute sa singularité. Mais malgré ce retour partiel, quelque chose a changé. Machiavel n'est plus l'homme central des années républicaines. Le pouvoir réel lui échappe encore largement. Vous sentez une forme de mélancolie dans cette période ? Il revient, mais jamais complètement. Il est consulté, mais plus au cœur de la décision. Cette position intermédiaire est à la fois une consolation et une blessure. Pourtant, il continue d'écrire, de réfléchir, de servir. Comme si le lien avec Florence ne pouvait jamais être rompu. Ces dernières années sont marquées par cette tension douce amère. Le retour, mais incomplet. La reconnaissance, mais sans pleine réhabilitation. Et pourtant, son œuvre, elle, commence déjà à dépasser sa propre trajectoire. Ses textes circulent, sa pensée s'enracine. Vous sentez qu'il laisse derrière lui bien plus qu'une carrière politique. Il laisse une manière nouvelle de regarder le pouvoir, sans illusion, sans naïveté, mais avec une lucidité presque intemporelle. Et bientôt, la fin de sa vie approche. Une fin discrète, à l'image de ce retour imparfait. Mais son nom, lui, s'apprête à traverser les siècles. Le temps s'écoule désormais plus lentement autour de Machiavel. Vous sentez dans ces dernières années une forme de calme mélancolique. Florence continue de vivre, de changer, de respirer au rythme de ses luttes anciennes. Mais l'homme qui autrefois traversait ces couloirs de pouvoir avec la rapidité d'un secrétaire indispensable se tient maintenant à une certaine distance. Il observe encore, toujours, mais avec le recul de l'âge. Cette distance donne à son regard une profondeur nouvelle. Ses écrits historiques avancent, et à travers eux, il continue d'interroger la mécanique intime des régimes politiques. Chaque famille florentine, chaque renversement de pouvoir, chaque crise du passé lui rappelle ce qu'il a vu de son vivant. Vous sentez combien l'histoire et l'expérience personnelle se confondent presque chez lui. Florence devient à la fois le sujet de son livre et le miroir de sa propre vie. Il y retrouve les mêmes motifs. L'ambition, la rivalité, la peur, le besoin d'ordre, le désir de grandeur. Tout cela semble revenir en boucle. Et cette répétition ne l'étonne plus. Au contraire, elle confirme sa pensée. Les siècles changent, les noms changent, mais les ressorts humains demeurent. Cette idée, simple en apparence, est peut-être le cœur de toute son œuvre. Vous sentez combien il a fini par regarder le monde avec une forme de lucidité apaisée. Il ne s'agit plus de juger, il s'agit de comprendre. Pourquoi les hommes convoitent-ils le pouvoir ? Pourquoi le défendent-ils avec tant d'acharnement ? Pourquoi les régimes les plus solides finissent-ils eux aussi par vaciller ? Dans cette période, Machiavel reçoit encore quelques marques d'intérêt de la part des Médicis. Mais le retour complet aux affaires n'aura jamais lieu. Cette vérité, vous la sentez comme une légère tristesse qui traverse ses derniers écrits. Il reste un homme reconnu pour son intelligence, consulté, lu, écouté parfois, mais jamais tout à fait réinstallé au centre. Il demeure à la lisière. Cette position renforce sans doute encore sa posture d'observateur. Le pouvoir lui échappe, mais la compréhension du pouvoir, elle, ne cesse de s'approfondir. Vous pouvez presque l'imaginer dans une pièce calme, entourée de manuscrits, relisant ses propres textes, revenant sur certaines formulations, méditant encore la place de la fortune et de la vertu dans les affaires humaines. Le monde, autour de lui, continue de changer.
l'Italie reste un espace traversé par les ambitions étrangères. Les équilibres politiques demeurent précaires. Et Florence, malgré le retour des Médicis, n'échappe pas à cette fragilité. Machiavel voit tout cela avec l'œil de celui qui sait désormais que rien n'est durable. Cette conscience du provisoire donne à sa pensée une force singulière. Le pouvoir n'est jamais acquis. La stabilité n'est jamais définitive. La grandeur d'un État peut s'effondrer rapidement si ses fondations sont faibles. Cette leçon, il l'a vue se répéter toute sa vie. Et dans ces dernières années, elle devient presque une évidence intérieure. En 1527, un nouvel événement vient bouleverser Florence. Les Médicis sont une nouvelle fois chassés. La République est restaurée. Vous sentez l'ironie presque douloureuse de ce moment. Le régime qui l'avait servi revient. On pourrait croire qu'enfin, Machiavel va retrouver sa place. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Les nouveaux dirigeants républicains se méfient de lui, en partie à cause de ses liens récents avec les Médicis. Cette méfiance l'écarte encore. Le retour tant espéré ne se produit pas. Vous sentez combien cette ultime désillusion pèse. Comme si le destin s'amusait à lui rappeler que l'homme qui a si bien pensé la fortune ne pouvait lui-même y échapper. Quelques semaines plus tard, en juin 1527, Machiavel meurt à Florence. Il a 58 ans. Sa disparition se fait sans éclat particulier. Pas de triomphe, pas de grande réhabilitation politique, mais quelque chose de bien plus vaste a déjà commencé. Son œuvre s'apprête à lui survivre. Ses idées vont quitter Florence, traverser l'Italie, puis l'Europe, puis les siècles. Et bientôt, son nom deviendra presque un adjectif, machiavélique. Souvent mal compris, souvent simplifié, mais toujours vivant. La mort de Machiavel, en ce mois de juin 1527, ne marque pas la fin de son histoire. En réalité, c'est presque l'inverse. Vous sentez qu'à partir de cet instant, sa pensée commence une seconde vie, bien plus vaste que la première. L'homme disparaît, mais ses mots demeurent. Ses manuscrits, ses lettres, ses traités, ses réflexions sur le pouvoir continuent de circuler. D'abord en Italie, puis bien au-delà. Très vite, son nom suscite des réactions contrastées. Certains y voient une intelligence politique exceptionnelle. D'autres, au contraire, s'en méfient profondément. Le Prince, en particulier, devient une œuvre à part. Vous sentez combien ce texte fascine, parce qu'il ose dire ce que beaucoup préfèrent taire. Il parle du pouvoir tel qu'il fonctionne réellement, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Cette lucidité choque. À une époque encore profondément marquée par les idéaux religieux et moraux du bon gouvernement, Machiavel semble introduire une rupture presque brutale. Il sépare la politique de la morale privée. Cette distinction immense va traverser toute l'histoire de la pensée occidentale. Peu à peu, son nom devient presque un symbole. On parle d'un comportement machiavélique. Le terme se charge d'une connotation sombre. La ruse, la manipulation, le calcul froid. Mais vous sentez combien cette lecture est réductrice. Elle simplifie à l'extrême une pensée bien plus profonde. Machiavel n'a jamais simplement glorifié la tromperie. Il a tenté de comprendre comment un État peut survivre dans un monde instable. Cette nuance est essentielle, car derrière l'image populaire du stratège sans scrupules, il y a un penseur du réel. Un homme qui a vécu les renversements de régime, les invasions, les trahisons, les tortures, les exils. Ces idées naissent d'une expérience historique concrète. Vous sentez que c'est là sa grande force. Il ne parle pas depuis une abstraction théorique, il parle depuis le vécu. Cette proximité avec le réel explique sans doute pourquoi sa pensée continue de résonner. Les siècles passent. Les rois lisent Machiavel, les diplomates, les révolutionnaires, les philosophes, les dirigeants modernes. Chacun y cherche quelque chose. Une méthode, une lucidité, une explication du pouvoir. Certains le condamnent, d'autres l'admirent, mais presque personne ne l'ignore. Cette postérité immense fait de lui l'un des penseurs politiques les plus influents de l'histoire. Vous sentez aussi combien son héritage dépasse le prince. Ses discours sur Tate Live nourrissent la réflexion républicaine. Sa pensée sur les institutions influence de nombreux théoriciens modernes. Sa vision de la conflictualité politique comme moteur de la liberté semble même étonnamment contemporaine. Au fond,
Machiavel pose une question qui ne cesse jamais de revenir. Comment organiser le pouvoir humain sans sombrer dans le chaos? Cette question traverse les siècles. Et peut-être est-ce cela qui le rend toujours aussi actuel? Vous sentez que son œuvre continue de vivre parce qu'elle touche quelque chose de fondamental. Les hommes changent peu dans leurs désirs. Ils cherchent la sécurité, la reconnaissance, la domination parfois, la survie souvent. Et les régimes politiques doivent composer avec cette réalité. Cette lucidité, certains la trouvent dérangeante, d'autres indispensable, mais elle ne laisse jamais indifférent. À mesure que les siècles avancent, Machiavel devient aussi un personnage culturel. On le cite, on le caricature, on l'invoque dans les débats politiques. Son nom sort du cercle savant pour entrer dans le langage courant. C'est le signe d'une postérité exceptionnelle. Et pourtant, derrière cette image parfois simplifiée, demeure toujours l'homme de Florence, le fils du juriste, le secrétaire de la République, le diplomate, le prisonnier, l'exilé, l'écrivain des collines toscanes. Vous sentez que tout cela continue de vivre dans son héritage, et il reste encore une dernière chose à comprendre. Ce que Machiavel nous dit, aujourd'hui encore, sur le pouvoir et sur nous-mêmes. À présent, le silence revient doucement. Vous avez traversé la Florence de la Renaissance, marché dans ses ruelles de pierre, entendu les cloches du matin, les murmures des palais, les voix basses des hommes de pouvoir. Vous avez vu naître Niccolò Machiavel en 1469, l'avez suivi dans les couloirs de la République, auprès des princes, dans la poussière des routes italiennes, puis dans la solitude de son exil. Et peu à peu, vous sentez que son histoire dépasse largement celle d'un seul homme. Car ce que Machiavel a cherché à comprendre, ce n'est pas seulement son époque, c'est l'homme face au pouvoir, l'homme face à la peur, l'homme face à l'ordre et au chaos. C'est peut-être pour cela que son nom nous parle encore aujourd'hui. Les siècles ont passé, les palais ont changé, les régimes se sont succédés, mais les questions qu'il posait demeurent. Comment gouverner des hommes imparfaits? Comment préserver un État dans un monde instable? Comment concilier l'efficacité et la morale? Vous sentez combien ces interrogations restent profondément modernes. Machiavel n'apporte pas toujours des réponses confortables. C'est précisément ce qui rend sa pensée si vivante. Il refuse les illusions. Il ne parle pas d'un monde idéal. Il parle du monde tel qu'il est, avec ses trahisons, ses ambitions, ses peurs, ses retournements. Cette lucidité, parfois dérangeante, est peut-être la raison pour laquelle on continue à le lire, et peut-être aussi à le craindre. Car Machiavel agit comme un miroir. Il ne révèle pas seulement les princes, il révèle les hommes, leurs mécanismes, leurs désirs, leurs contradictions. En cela, il dépasse largement la politique. Vous sentez qu'il parle aussi de la nature humaine, du besoin de sécurité, du désir de reconnaissance, de la fragilité des fidélités, de la puissance des apparences. Tout ce qu'il a observé chez les puissants, il l'a aussi compris chez chacun. Cette universalité explique la force de son héritage. Mais derrière le penseur, il reste aussi une silhouette plus intime, un homme blessé par sa propre histoire, un serviteur de la République écarté du pouvoir, un prisonnier marqué par la torture, un exilé qui transforme sa chute en œuvre. Cette dimension humaine donne une profondeur particulière à ses écrits. Ils ne sont pas nés dans le confort d'une théorie pure. Ils sont nés dans la vie, dans la douleur, dans la frustration, dans l'observation obstinée du réel. Vous sentez presque une dernière fois la lumière douce de la Toscane sur les collines où il écrivait le soir, la plume glissant sur le parchemin, le silence de la nuit, les grands auteurs antiques ouverts devant lui. Et cet homme, seul, tentant de mettre de l'ordre dans le chaos du monde. Peut-être est-ce là, au fond, la vraie leçon de Machiavel. Comprendre que le pouvoir n'est jamais simple, qu'il n'est jamais pur, qu'il repose toujours sur un équilibre fragile entre force, intelligence, hasard et image. Et vous, si vous aviez vécu dans cette Florence inquiète et magnifique, auriez-vous su lire les signes du pouvoir? Auriez-vous compris qui allait tomber, qui allait s'élever, qui allait survivre? Auriez-vous vous-même résisté à la fortune? La nuit se referme doucement sur cette question. Vous avez maintenant marché dans les pas de Machiavel. Vous avez vu naître
l'un des esprits les plus lucides de l'histoire politique. Et peut-être, en refermant cette veillée, vous gardez avec vous cette idée simple et troublante. Les siècles changent, mais les hommes changent si peu. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Et dites-moi en commentaire depuis quel endroit vous nous rejoignez ce soir. Fermez doucement les yeux et laissez Florence s'éloigner dans le silence.